Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est le député maire socialiste de Poitiers, Alain Claes. Bonjour. Bonjour. C'est principalement votre casquette de député qui nous intéresse aujourd'hui, car de nombreuses questions se posent à presque un mois de la présidentielle et à 3 mois des législatives. Je rappelle avant tout que vous ne vous représentez pas à la députation. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui ? Non, j'ai une satisfaction d'avoir été parlementaire pendant 20 ans. J'ai fait des choses passionnantes. On va en parler, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez quand même le petit regret, un petit pincement au cœur de dire tiens, oui, si j'avais pu quand même y aller? Oui, j'aime beaucoup cette maison, l'Assemblée nationale. Contrairement aux images qu'on voit le mercredi ou mardi après-midi, aux questions d'actualité, c'est une maison assez apaisée. Et chacun dans ses convictions, de gauche ou de droite, on est capable de se retrouver sur des sujets parfois et il y a vraiment une ambiance de travail. S'il n'y avait pas eu cette loi anti-cumul, vous auriez recommencé, vous auriez... J'ai voté sur la loi sur le non-cumul. Pourquoi je l'ai voté? D'une part parce que je crois qu'elle correspond aujourd'hui à une réalité. Le renouvellement. Une volonté. Une volonté, plus de femmes. Je pense que c'est nécessaire. Il faudra y faire attention, qu'il n'y ait pas une coupure entre les parlementaires nationaux et les élus locaux. Donc je crois que ça sera aux uns et aux autres d'y veiller. Alors justement, on va en parler. Ça fait 20 ans que vous êtes député. D'autres ont fait une carrière plus longue et d'autres ont souhaité en faire une plus courte. Alors avant d'en parler, je vous propose de regarder, de voir ou de revoir ce reportage que nous diffusions le 22 février dernier, jour de la dernière séance de la session parlementaire, où une de nos équipes vous a suivi, ainsi que Dominique Bussereau et Catherine Coutel. Regardez. Dernier tour du propriétaire, après 20 ans passés sur les bancs de l'hémicycle. Son choix est fait, Alain Claes abandonne son mandat de député de la Vienne et il a voulu nous parler au sein de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. C'est un lieu que j'aime beaucoup, de calme, et un très très beau lieu. En juin prochain, une page se tourne pour celui qui préfère rester maire de Poitiers. Lui aussi est sur le départ. Dominique Bussereau nous parle avec humour de son prochain statut de député honoraire, un statut accordé aux parlementaires longue durée, un privilège avant tout capillaire. J'ai l'intention de venir toujours à l'Assemblée. Vous voyez, j'ai énormément de cheveux, donc j'ai besoin d'aller très souvent chez la coiffeuse de l'Assemblée. J'ai mon médecin, je vais aller travailler à la bibliothèque, donc je vais continuer à fréquenter l'Assemblée avec le même enthousiasme et le même plaisir. Au revoir, monsieur, bonne journée. En juin, il ne sera donc plus que président de conseil départemental, président de l'Assemblée des départements de France, et Dominique Bussereau trouvera aussi le temps d'assurer des cours à Sciences Po. Là, je l'avais pas vu. Départ à la retraite avec des fleurs de la part de ses 5 collaborateurs. Au bout de 2 mandats, Catherine Coutel arrête, un principe qu'elle voudrait inscrire dans la loi. J'attire l'attention sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des parlementaires professionnels. D'où, moi, je suis contre le cumul des mandats dans le temps. C'est-à-dire que c'est la logique aussi. Sinon, on va faire des professionnels. Ici, certains, moi je vous avoue que je n'applaudis absolument pas, sont en train d'applaudir des députés qui disent « je suis là depuis 39 ans, je vais partir la larme à l'œil ». Et il y a... Bon. En Poitou-Charentes, le renouvellement va concerner au moins 6 circonscriptions. Tous les autres députés ont décidé de se lancer dans une nouvelle campagne électorale. Alors, retour sur le plateau de Dimanche en politique avec mon invité Alain Claes. Catherine Coutel qui arrête volontairement après 2 mandats et qui souhaite que ce soit la règle pour tout le monde. Vous en pensez quoi, Alain Claes? 2 mandats de député, parce que Catherine a été adjointe pendant de nombreuses années. Et puis l'âge, les circonstances font qu'elle s'arrête aujourd'hui. Alors par exemple, pour être parlementaire, 2 mandats, ça suffit? Non, moi je crois qu'il ne faut pas limiter dans le temps. Je crois que le non-cumul est une bonne chose. Il faut faire rentrer cette chose maintenant dans les faits. Mais faites attention, faisons attention quand même à une chose. Ce sont au bout du compte les Françaises et les Français qui décident. Donc ne limitons pas comme ça, de façon très théorique. Aujourd'hui, c'est la mode. Je dis, soyons prudents. Il faut que vraiment les parlementaires qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui seront demain à l'Assemblée nationale, soient véritablement ancrés sur le terrain. Il faut du temps. Moi, 20 ans, c'est peut-être long. C'est vrai que c'est peut-être long. Mais je vous assure que pour connaître un territoire, pour en connaître ses problématiques, il faut ce temps-là. Donc le personnel politique, c'est plus démagogue qu'obligatoire pour vous? Non, je n'utiliserai pas ce terme. Mais il y a des mots à la mode actuellement, plus de droite, plus de gauche. Et puis, quand on regarde tout ça de près, on se rend compte que ceux qui nous proposent ça, ils mettent en place ce qu'on appelle des vieilles tambouilles. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Absolument. Alors vous dites qu'il ne faut pas limiter dans le temps. Ça veut dire que combien de temps il faut pour qu'un parlementaire puisse faire correctement son travail?
Il y a deux choses pour un C'est parlement. 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats? Non. Non, je pense que 15 ans, 20 ans, c'est un temps long. Quand vous êtes élu parlementaire, vous avez tout de suite un choix à faire. Pas vouloir tout voir, tout aborder. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été nommé dès mon arrivée à la Commission des finances. Je me suis spécialisé dans un domaine, l'enseignement supérieur et la recherche. Et que ce soit dans la majorité ou l'opposition, j'ai travaillé sur ce sujet. Et la bioéthique? Ensuite, j'ai eu la bioéthique. C'était aussi un temps long extraordinaire pour moi. Alors, justement, pardon, votre principal fait d'armes, clairement, hein, en tant que député, c'est d'avoir élaboré et fait voter avec le député Leonetti la loi sur la fin de vie relative à l'autorisation de la sédation profonde et continue pour les patients en phase terminale, loi adoptée le 27 janvier 2016. Quel souvenir garderez-vous de cette loi, du travail accompli pour arriver à faire voter cette loi? Quelques souvenirs comme ça. Deux choses. Le président de la République m'avait demandé cette proposition de loi et m'avait interrogé pour savoir si j'acceptais de travailler avec un membre de l'opposition. J'avais accepté, et j'en ai noté aussi. Mais on lui avait dit, j'allais dire ensemble, nous ne sommes pas sûrs d'y arriver. Parce que ce n'est pas un consensus, c'est une convergence. Nous y sommes arrivés. Ça a été des moments importants dans ma vie publique. Parce que vous savez... Il y a des députés qui étaient pour l'euthanasie, des députés qui souhaitaient qu'on n'aille pas aussi loin qu'on le proposait. À un moment ou à un autre, j'ai senti dans le Parlement des interrogations. Et pour converger progressivement à une solution. On a vu l'image de vous avec le député Leonetti, avec le président de la République. C'est votre plus grand souvenir de parlementaire, votre meilleur souvenir de parlementaire? Meilleur, assurément. Le plus triste pour moi, ça a été lorsqu'on m'a demandé d'être rapporteur sur l'affaire Cahuzac, car à travers le mensonge de Cahuzac, c'était la représentation nationale qui était salie, touchée. Et je me souviens avoir dit au gouvernement à l'époque, j'accepte cette mission, mais j'irai jusqu'au bout. Si je me rends compte que l'appareil d'État n'a pas été à la hauteur ou a voulu cacher quelque chose, je dirai. Et vous, aujourd'hui encore, vous dites, je n'ai strictement rien caché, rien camouflé, quoi que ce soit. Je n'ai pas à dire, je n'ai rien caché. Le plus beau témoignage que j'ai eu à la fin de ce rapport, c'est Jean-Louis Borloo. C'est lui qui avait demandé à la commission d'enquête en tant que membre de l'opposition. Et quelques heures après que le rapport soit rendu, il m'a dit « Alain, je ne ferai aucune déclaration. Je n'ai rien ajouté à ton rapport. » Est-ce qu'il existe des lois parfaites? Non. Et puis ce qui me gêne, il n'y a pas des lois Claes, Leonetti, ça me gêne quelque part. Alors pour l'orgueil, c'est toujours bien, non? Oui, mais l'orgueil, il faut y faire attention. L'ego, il faut y faire attention. Hein, politique et journaliste, il faut qu'on y fasse très attention à ça. Non, c'est un travail collectif. On doit François, on est vacciné, ça. C'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Et vous savez, sur cette loi sur la fin de vie qui répondait à une demande de nos concitoyens, être entendu et pouvoir avoir une dernière fin de vie, partie de vie... j'allais dire apaisé. On sort quand même pas indemne de ce débat. Et on se pose beaucoup de questions encore. On va parler des présidentielles. Vous avez toujours été un fidèle soutien des gouvernements Ayrault et Valls. Beaucoup vous l'ont reproché par ailleurs. Vous avez voté Manuel Valls à la primaire, lors des primaires citoyennes. Et vous avez parrainé Benoît Hamon. Est-ce que vous soutiendrez donc Benoît Hamon pour la présidentielle? Vous savez, on me reproche beaucoup de choses, mais je suis quand même relativement simple de fonctionnement. Pendant 5 ans, nous avons été dans une majorité. Je n'étais pas frondeur. J'ai assumé l'ensemble des projets de loi proposés par le gouvernement et votés. J'ai eu une interrogation sur la déchéance de nationalité. Mais que vous avez voté quand même. Oui, mais vous savez comment s'est passée cette déchéance de nationalité. Ça n'a pas pu aller jusqu'au bout. D'autres amis ont fait un choix différent, ce qu'on a appelé les frondeurs. Il y a eu une primaire. Je reparlerai après les présidentielles de cette notion de primaire à droite ou à gauche, qui interpelle peut-être. Mais il y avait une règle qui était d'accepter collectivement celui ou celle qui serait élu à l'issue de cette primaire. Donc naturellement... j'ai soutenu, j'ai apporté mon parrainage à Benoît Hamon. J'ajoute... Vous n'en voulez pas aux frondeurs d'avoir frondé, quoi. À un moment donné, vous dites, bon, ben voilà, s'il y a une règle, on va la respecter. En apportant mon parrainage, j'ai montré tout simplement que j'étais pas frondeur. Mais j'ai ajouté une deuxième chose, pour que les choses soient claires. Je ne remets pas en cause mon soutien
et les lois que j'ai votées durant ces 5 ans. Je ne suis pas d'accord sur tout. Je suis pas d'accord sur tout ce que propose Benoît Hamon. Mais simplement, je dis aujourd'hui, qu'est-ce qui est en jeu dans une France qui est à droite? C'est l'existence même du Parti socialiste. Vous appelez à voter aujourd'hui pour Benoît Hamon à la présidentielle? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez donc du coup du comportement de Manuel Valls de ne pas parrainer Benoît Hamon et peut-être même de soutenir prochainement Emmanuel Macron selon les informations de nos confrères du Parisien? Je n'ai pas jugé un ami. Enfin, il revient sur une parole donnée, sur quelque chose de signé. Un ami. Je lui ai dit, je n'aurais pas fait ce choix. J'en ai parlé à Manuel. Je n'aurais pas fait ce choix. Je crois qu'il soutiendra, si j'ai bien compris, personne. Il donnera son nom. Ou Emmanuel Macron. Oui, ça sera mais on est dans une ambiguïté quand même assez grande. Emmanuel Macron. On va en parler un petit peu après, si vous voulez bien. Mais juste, je reviens sur Benoît Hamon et Emmanuel Valls. Benoît Hamon a dit ceci chez nos confrères de TF1 mardi soir. En démocratie, le respect de la parole donnée, c'est important. En démocratie, le respect de l'issue du scrutin, c'est important. Sinon, comment lutter efficacement contre toutes celles et ceux qui mettent en cause la démocratie? Il a raison. Oui. Oui. Je n'ai pas suivi ma formation politique une fois. C'était en 2005 sur le référendum pour l'Europe. Ma formation politique appelait à voter pour, j'ai voté contre. Au final, c'est le pour qui l'a malgré tout emporté, alors que le contre l'a emporté dans les urnes. C'est le contre qui l'a emporté. Et vous savez que ça, c'est ce qui est beaucoup reproché d'ailleurs. Et je n'ai pas fait campagne. Je n'ai pas fait campagne pour ne pas gêner ma formation politique, mais j'ai voté contre. Finalement, la classe, Jean-Luc Mélenchon, quand il disait qu'il ne pouvait pas participer aux primaires parce qu'il aurait refusé de se soumettre en cas de défaite, finalement, c'est lui qui avait raison, il était honnête. Quand on voit ce que fait Manuel Valls ou François de Rugy. Mélenchon, je ne veux pas préjuger de ce qu'il fera à la suite du premier tour, mais il plombe totalement la gauche. Mécaniquement. Est-ce qu'il est honnête Deux candidats dans sa démarche? Moi, j'aime pas ce mot honnête. Vous savez, il y a des mots honnêtes, transparents. Je me méfie toujours de ces termes. Il fait de la politique, mais c'est une impasse. Est-ce qu'on accepte d'avoir deux candidats, l'un à 14, 15, l'autre à 11, 12 C'est écrit qu'il ne pourra pas, ni l'un ni l'autre ne pourront être... Mais ça veut dire que même là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec Manuel Valls, il n'y a pas de deux gauches irréconciliables pour vous? Les deux gauches sont réconciliables? Il y a des sujets sur lesquels... C'est pour ça que finalement, il n'y a pas de soutien. Mais à un moment, on défend ses idées, et de l'autre, on rassemble. Est-ce que vous pensez que... En 81, les idées sont pas les mêmes. Est-ce que vous pensez qu'en 81, François Mitterrand était d'accord sur tout avec les communistes? Oui, mais ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que pour le coup, ça s'est fait bien en amont et pas 30 jours avant. Il y a une règle en politique. Alors vous allez me dire, c'est peut-être passé, je crois pas. On rassemble son camp, dans un premier temps. Les socialistes n'ont pas su rassembler son camp. Je crois que Benoît aurait peut-être plus rapidement dû donner des gages. Il avait gagné... Il avait son programme, mais il devait rassembler plus largement au sein du PS. Est-ce que les primaires, c'est fini, c'est mort? Je m'interroge, mais ce n'est pas aujourd'hui d'ouvrir le débat. Quand on voit ce qui se passe à la suite des primaires... des primaires à droite, à gauche, je crois qu'il faut qu'on s'y interroge. faut qu'on s'interroge. Je me demande si en fait, on ne renforce pas à travers ça le régime encore plus présidentiel. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que les socialistes fassent comme les républicains, à savoir faire en sorte que le vainqueur de la primaire soit ipso facto le patron du parti? Oui, mais ça, on arrive un peu dans des choses qui sont abstraites pour nos concitoyens. Écoutez, non, parce que du coup, ça a permis à François Fillon d'avoir le pouvoir. Oui, et c'était pour le coup, avant les affaires, c'était réglé pour celles et ceux qui nous regardent. On est dans une situation un peu burlesque aujourd'hui. La droite est majoritaire dans ce pays aujourd'hui, si on s'en fie aux élections régionales. On a un candidat de droite, et je ne veux pas l'enfoncer, François Fillon, qui est en grave difficulté pour des errements personnels. Et on risque de se trouver dans une situation de grande difficulté de la droite. On a un candidat, Emmanuel Macron, excusez du peu, qui nous explique que je suis ni gauche ni droite. Mais justement, est-ce que le fait d'être un candidat d'un parti politique, c'est un inconvénient aujourd'hui? Réfléchissons quelques instants. Il a été secrétaire adjoint de François Hollande, en charge de l'économie. Donc toutes les grandes mesures économiques, il les a proposées au président. Il a été en charge après du ministère de l'économie et des finances. Et il dit, je ne suis pas comptable du bilan. C'est pas comme ça qu'on revalisera la politique. Et la deuxième chose,
Moi, je lui reconnais de grandes qualités à Emmanuel Macron. Mais arrêtons-nous sur un sujet qui va être d'actualité dans les jours qui viennent. Je vais être élu, ne vous en faites pas. Quand je serai élu, j'organiserai ma majorité. Qu'est-ce qu'il nous propose? Je compte en parler juste après un reportage. Bon, bah alors, on va voir y ça, revient, effectivement, parce que je crois que c'est important. C'est l'importance des comment on législatives gouverne après effectivement, les présidentielles, la présidentielle. Je vous propose d'écouter ce que disait lundi dernier sur le plateau du JT de France 3 Poitou-Charentes, justement, le secrétaire général du mouvement En Marche, le socialiste Richard Ferrand, à propos d'Emmanuel Macron. Lui a marqué un certain nombre de désaccords stratégiques qui l'ont conduit à démissionner à la fin du mois d'août 2016. Il a ensuite pris l'initiative de se présenter à la présidence de la République pour porter une offre politique nouvelle qui marche sur deux jambes. Le rassemblement de tous les progressistes, parmi eux des socialistes, vous venez de le montrer dans votre reportage, mais aussi des gens qui ont une histoire politique différente, qui peuvent venir du centre, voire même de la droite progressiste. Rassemblement. Deuxièmement, renouvellement, car aujourd'hui, il faut non seulement renouveler les idées, mais aussi renouveler les visages de la politique. Alain Claes, est-ce que Richard Ferrand, qui je le rappelle est toujours député socialiste du Finistère, malgré tous ces désaccords, il n'a pas démissionné du groupe socialiste. est-ce qu'il a trahi son camp, lui? Non. Qu'est-ce que vous leur dites à ces socialistes qui sont tentés par l'aventure Macron? Non, mais je ne veux pas utiliser ces termes qui moi, Richard Ferrand, j'ai du respect pour lui, il a fait du bon travail en tant que parlementaire, mais vous le voyez bien, il est dans une posture. Non, mais arrêtons-nous sur ce qui va se passer si, dans cette hypothèse, M. Macron est élu. Il va falloir constituer une majorité à l'Assemblée nationale. Avec un Premier ministre qui sera un professionnel de la politique, et pour le il coup. dit, j'ai créé une commission, ça me rappelle les commissions de résolution du Parti socialiste, avec quelqu'un qui est très nouveau dans la vie politique, M. Delvoye. Et à partir de là, je prends quelques engagements. Il y aura 50% d'anciens députés, 50% de nouveaux. Il y aura autant d'hommes et autant de femmes. Il commence à revenir sur il y le aura 50-50. la société civile et il y aura, c'est ça qui est extraordinaire, il y aura de la droite et de la gauche. Je vous donne mon pari, ça ne marche pas. Et ça fait vraiment, combine quelque chose qui est impossible. Alors vous leur dites quoi à ces parlementaires, ces élus socialistes qui vont vers Macron? Je leur dis la chose suivante. Il est peut-être possible un jour en France qu'il y ait des coalitions. C'est pas un gros mot. Il y en a déjà eu avant. Comme en Allemagne, comme dans d'autres pays. Mais les coalitions, pour que nos concitoyens l'acceptent, il faut que ça soit au grand jour. Il faut des grandes formations politiques. Je suis de ceux qui pensent que les formations politiques doivent évoluer dans leur fonctionnement, mais les formations politiques sont indispensables. C'est une organisation collective indispensable. Et il faut qu'à partir de ces formations politiques, parfois, sur certains thèmes, il y ait des coalitions et des accords. On parlait de la fin de vie. Il a été possible sur la fin de vie de pouvoir trouver une large majorité pour avancer ce thème. Autre chose, je reviens 5 secondes au niveau local. Si j'ai voulu, au niveau de Grand Poitiers, réunir tout le monde, je n'aurais pas demandé, vous êtes plus de droite, vous êtes plus de gauche. Je sais qu'il y a des maires de droite, je sais qu'il y a des maires centristes, des maires de gauche, mais tout en gardant nos convictions, on travaille ensemble. Donc, ce que propose Emmanuel Macron, pour moi, est dangereux. Dangereux et opaque. Alors dangereux, opaque peut-être, mais enfin en tout cas ça attire de plus en plus d'élus socialistes et on va le voir en Charente où justement ces élus socialistes qui se rapprochent d'Emmanuel Macron provoquent le plus grand désarroi pour les responsables socialistes locaux. On regarde. Premier constat pour David Comet, le manque de popularité de Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle. Les récents sondages lui sont défavorables. Le député de Charente estime que le présidentiable désigné par la primaire à gauche ne rassemble pas assez sa famille politique. Il est mal positionné, il est en 4e position, voire 5e, hein, et donc il n'a pas pu, sur les 7 semaines qui lui étaient imparties après les primaires, il n'a pas pu rassembler l'ensemble des socialistes, et donc ça paraît mal parti pour lui. Derrière ce soutien à Emmanuel Macron, la victoire redoutée de Marine Le Pen. Pour les sénateurs PS de Charente, Michel Boutan, le front républicain doit se faire avant le premier tour à la présidentielle, quitte à faire une croix sur certaines convictions.
il faut être une fois de plus très, très lucide et se dire que si on n'est même pas en accord à 100% avec les idées, il faut chercher celui avec lequel on a le plus d'accord et qui est le mieux à même de représenter à la fois l'esprit démocratique, humaniste et républicain. Les sections départementales du PS se retrouvent en pleine solitude face à ce scénario inédit. Une demande d'exclusion du PS a déjà été formulée pour un conseiller général, soutien de Macron. Une exclusion qui ressemble fort à une alerte en direction des instances nationales. J'ai d'autant plus de mal à faire ça que ce sont des personnes que j'apprécie énormément. Pour certains élus, je pense notamment à Thibault Simonin ou à David Commet, ce sont des amis. Donc voilà, c'est vrai que ça m'embête un peu. Au moins que Cambadélis nous aide à prendre nos responsabilités. Je n'ai pas envie demain d'avoir à exclure Michel Boutan ou Nicole Bonnefoy ou David Commet ou Thibault Simonin. C'est une volonté que je ne partage pas. Nicole Bonnefoy, sénatrice PS, citée par le premier secrétaire du Parti socialiste de Charente, vient également de confirmer officiellement son soutien à Emmanuel Macron. Une économie circulaire. De retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Alain Claes, le Parti socialiste dont vous avez été, je rappelle, trésorier pendant 9 ans, est-ce qu'il va exploser? Il y a un risque. Mais comme jamais il y a eu un risque auparavant. C'est vrai. Mais je crois que le moment est venu, à la suite de cette élection présidentielle, de trancher très clairement notre ligne politique. Je ne parle pas de ligne politique inconciliable, mais on voit bien qu'il y a un réel sujet. Alors, il y aura deux façons de trancher. Ou on tranche à l'extérieur du PS, c'est la méthode que propose Emmanuel Macron, ou on le tranche au sein du PS. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en 2017, il faut des formations politiques solides, que ce soit dans la droite républicaine ou à gauche. C'est la condition pour qu'on ne revienne pas à des méthodes de la 4e République. Et donc, ce travail, il sera à faire après l'élection présidentielle. Très franchement, Alain Claes, comment vous voyez les choses se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Vous savez qu'en fait, la politique, il faut toujours être optimiste. Mais nous sommes dans une période de forte turbulence. Et si vous me permettez, oublions quelques instants le PS, oublions les problèmes de Fillon ou oublions Mélenchon. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement qu'une dame, Madame Le Pen, peut arriver objectivement aujourd'hui au pouvoir. Et même si elle n'arrive pas au pouvoir, à la présidence de la République, le Front National aura une majorité, un grand nombre de députés, ça c'est sûr, à l'Assemblée nationale. Puis il y a un deuxième phénomène qui est parallèle, c'est qu'il y a, y compris dans la droite républicaine, une lepénisation des esprits. C'est-à-dire, sans avoir adhéré à Le Pen, ces thèmes commencent à irriguer la société française. Est-ce que finalement, c'est pas le plus gros échec du gouvernement et des socialistes que de ne pas avoir pu non seulement affaiblir la montée du Front National, mais même pour certains l'avoir finalement provoqué par, je sais pas moi, quand François Hollande fait 40 milliards d'euros de transfert de charges des ménages vers les entreprises avec le CICE, est-ce que ça n'a pas provoqué une rupture avec la base, avec ce qu'on appelle le peuple? Mais de quel échec on parle? De quel échec on parle? Échec économique, est-ce que sur l'éducation, c'est un échec? Les postes, la formation qu'on a rétablie. Est-ce qu'au niveau de la police, il y a énormément de professeurs qui ne sont pas remplacés, vous savez très bien, c'est un vrai problème. Que ça soit imparfait, j'en conviens. Est-ce que c'est un échec, la police? 13 000 postes qui avaient été supprimés sous Sarkozy. Pourquoi c'est si mal compris? Est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que c'est un échec dans l'enseignement supérieur, la politique et des affaires étrangères ou la défense? C'est l'Europe le problème? Alors pourquoi? Oui, c'est un des problèmes. Mais la gauche n'arrive jamais dans des situations faciles. Et il a fallu faire accepter à notre électorat des choses extrêmement difficiles. Dire à notre électorat, vous croyez que c'est simple? Il faut redonner des marges aux entreprises pour qu'elles puissent investir. L'électorat le plus touché, qui est en situation précaire, nous répond quoi? Nous, on veut du pouvoir d'achat. Donc ces arbitrages ont été difficiles. Puis il y a deux choses. On a fait des erreurs de communication très fortes. Moi, je l'ai dit plusieurs reprises au président de la République. Le reproche qu'on nous faisait... Ça pas sur la com, quand même. Non, mais il y avait, en termes d'arbitrage, une forme d'amateurisme. Une forme d'amateurisme. Et puis, il y a ce sujet qu'on n'a pas su se saisir, c'est l'Europe. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, je suis profondément européen. Mais il faut changer. Mais non, il faut qu'elle donne l'impression, l'Europe. Il faut qu'elle donne l'impression qu'elle protège.
qu'elle protège au niveau économique, qu'elle protège au niveau des acquis sociaux. Vaste débat. Il nous reste 2 minutes. Oui, Un dernier mot, s'il vous plaît. vaste débat, c'est vrai. Oui. Mais si on ne fait pas ça, c'est le nationalisme. Et comme rappelait François Mitterrand, le Un nationalisme, c'est dernier la guerre. mot sur votre succession à la députation. Votre circonscription, la première de la Vienne, est un fief socialiste depuis quand même pas mal de temps. Mais cette année, on a le sentiment que tout est possible. Les socialistes se déchirent. Et heureusement pour eux, la droite aussi. Est-ce que vous êtes serein? Est-ce que vous ne pensez pas avoir une responsabilité dans le déchirement interne des socialistes de Poitiers? Très bonne question, ça aussi. Merci. Moi, j'ai un principe. Je ne nomme pas de successeur. À quel titre je nommerai un successeur? Alors, je me rassure. On m'a dit que dans la sphère de M. Macron, il y aurait 20 candidats à la candidature dans ma circonscription. Pour le moment, si j'ai bien compris, ils sont 2. Alors, j'ai bien vu les déclarations des uns et des autres, qui n'étaient pas très à même. Les militants vont trancher. Il y a Pourquoi aussi avoir peur des militants? Il y a aussi un conflit fort entre vous et Aurélien Tricot. Est-ce que vous allez faire la paix avec lui ou pas? Il n'y a pas de... Vous m'avez Ah, entendu... si, je vous assure que si, on le voit bien dans la presse. Vous m'avez entendu faire une déclaration? C'était entre les lignes, oui. Non. Si, sur la victimisation de certains. Oui, il y a une victimisation. Mais je suis indifférent à ça. Est-ce que vous soutenez officiellement Xavier Moignet aux législatives à Et l'Inclès? je vous ai dit qu'il y aura un vote. Oui, mais vous Non, mais êtes aussi je vous ai militant dit... PS de Poitiers, donc vous allez voter. Est-ce qu'on peut nous dire qu'est-ce Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous ne Je ne votez vote pas je ne vote pas aux primaires, car c'est pas ma circonscription où j'habite. Non, mais ceci étant, il y a des parlementaires. Catherine Coutel a décidé au moment des primaires de soutenir une candidate qui n'a pas été retenue. Jacques Centraux, mon prédécesseur, a décidé de soutenir un candidat. Ma règle de conduite, On je ne garde les changerai élections pas, et laisse faire les électeurs. quelles que soient les humeurs des uns et des autres. C'est la fin de cette émission. Merci Alain Claes d'avoir Merci à accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, eh bien rendez-vous, vous le savez bien, sur notre site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. La semaine prochaine, émission spéciale présidentielle avec un débat réunissant les représentants des 5 principaux candidats. Pour l'heure, place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous et à dimanche prochain.